Et bonjour à tous. Écoutez, merci de me rejoindre sur cette petite conférence sur les frameworks agiles. J'espère que vous n'êtes pas claustrophobe. Si jamais il y a besoin, dites-nous, on ouvrira la porte, il n'y aura pas de souci. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, je vais vous parler des frameworks agiles en général et surtout de comment faire le vôtre. Mais avant de me lancer là-dedans, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée dans mes jeunes années d'agiliste. À ce moment-là, du coup, j'étais prestataire et j'essayais de décrocher une mission dans une grosse société spécialisée dans l'aéronautique que je ne citerai pas, mais elle se situe à côté de Marseille, pour ceux qui ont une vague idée. L'entretien s'est passé de façon très drôle. Quand je suis arrivé, on ne m'a demandé ni mon nom, ni mon prénom. On m'a fait m'asseoir sur une chaise et on m'a dit « Voilà, j'ai une problématique, comment je fais pour synchroniser avec des Chinois qui ne pratiquent pas l'agile ?» Bon, j'ai cassé le côté arrogant du jeune moi qui aurait dit « Engage-moi, tu le sauras » et je lui ai proposé quelques petites réponses pour commencer à avoir quelques pistes. Une fois qu'on s'est posé, qu'il a accepté mes réponses, il m'a enfin demandé mon prénom, je lui ai donné, on a fait l'entretien et j'ai décroché la mission. Bon, premier problème, quand je suis arrivé, la problématique était déjà résolue, ce que j'avais proposé, il l'avait mis en place. Et donc, ils ne savaient pas trop quoi faire avec moi. Et ils m'ont dit, tiens, fais un tour de nos process. Premier problème, des objectifs pas vraiment finis. Si je me dis que si ma mission à moi n'était pas claire, peut-être que la leur non plus. Ça a commencé à se confirmer. Deuxième point, une fois que j'ai commencé à faire un peu le tour des différents process, il s'est passé un problème. Quand je demandais, tiens, qui est en charge de ça? Qui je dois avoir pour parler de la delivery? On ne sait pas. Bon, ça commençait à sentir un peu mauvais. Et c'était encore pire que ça, parce qu'on était en pleine période de reconstruction, de restructuration, et il y avait cette espèce de périmètre un peu perdu où, non, c'est ton périmètre, non, c'est le mien. Et on commençait à se battre un peu là-dessus, vous savez, cette situation, on est tous les trois à se regarder comme ça, et que personne n'avance. Voilà, on était exactement là-dedans. Et enfin, je vais vous parler de l'iceberg. Ce magnifique iceberg qu'on a rencontré, où un développeur est arrivé un jour en réunion, il y avait tout le monde en disant « En fait les gars, dans 3 semaines, l'application ne marche plus. » Alors au début, on a tous commencé à rigoler, c'était très drôle. Et non, mais je suis sérieux, il y a eu une mise à jour de telle technologie, donc dans 3 semaines, littéralement, ce qu'on a fait ne marchera plus. Question évidente, pourquoi on est au courant que maintenant? Ça fait 1 an que je vous le dis, personne n'écoute. Voilà, c'est arrivé. Donc ils ont vu l'iceberg et ils sont rentrés dedans. Pourquoi? Et comment éviter ça? Je pense que vous l'avez deviné, un framework, ça peut aider. Alors, c'est évidemment pas la solution à tous ces problèmes-là, mais en vrai, ça peut vraiment empêcher ce genre de choses. Donc, avant de vous parler de comment faire, on va peut-être définir ce qu'est un framework. Hop, vous en avez déjà entendu parler, un framework, ce n'est pas qu'un joli dessin, mais on va en parler un petit peu. Bon, Scrum, Safe, vous en avez entendu parler, Kanban, certainement aussi, et le modèle Unfix aussi. Alors, d'accord, j'aime bien le nom, non? Spoiler. Et spoiler en plus, du coup, normalement, il y aurait dû avoir des poils qui se sont hérissés, parce que dans la logique, le modèle Unfix n'en est pas un. Voilà. Et Kanban non plus. Donc, pourquoi je vous mets ça? C'est par un point qui est très important. La définition d'un framework est floue, déjà, de base. On en a parlé, on a une vague idée de ce que c'est, mais dans les termes, exactement. Je vais vous en proposer une petite définition. Pour ça, on va partir de, si la souris marche bien, Scrum. Selon Scrum, du coup, c'est un cadre de travail au sein duquel les acteurs peuvent aborder des problèmes complexes et adaptatifs en livrant de manière efficace et créative des produits de la plus grande valeur possible. Le moins important ici, c'est cadre de travail. Vous allez me dire, Vincent, tu t'es pas foulé, tu as juste traduit framework de l'anglais, merci. Le mot cadre est important ici. Je vais vous en parler beaucoup. Un framework, c'est avant tout une structure. On va aller creuser un peu plus. Yep, ça marche bien. Un framework, c'est plein de choses. Avant tout, pour moi, un framework, ce sont des pratiques et des process qu'on va mettre en place pour nous aider dans notre travail. C'est des méthodologies aussi, parce que certes, Scrum est un framework, mais si on a un framework personnel, on peut très bien inclure Scrum dedans. Ce sont aussi des ateliers. Vous avez sûrement fait des team health check, des rétrospectives, des sprint planning, bref. Tout ce genre d'ateliers-là et de cérémonies font partie d'un framework. Pour moi, je vais même pousser un petit peu plus, le framework, c'est aussi une boîte à outils dans laquelle on va aller piocher des idées. Comme je vous l'ai dit, on peut inclure des frameworks complets dans notre propre framework ou simplement des choses qui nous plaisent. Typiquement, si vous faites de l'agile un peu à échelle, mais que vous n'aimez pas Safe, ce que je comprends, et merci de rejoindre mon club,
vous pouvez simplement prendre le PI Planning. C'est ce qu'on a fait chez nous, par exemple, et c'est un truc qu'on fait évoluer souvent. C'est également, vu la problématique que je vous exposais tout à l'heure, une définition des rôles et des responsabilités de chacun. Bon, là, en l'occurrence, j'ai pris ça de Team Typologies, pour Topologies, pour ceux qui connaissent, mais je trouve que c'est très parlant parce que ça nous permet de voir les communications entre chacun des membres, qui pour moi font également partie du framework, et les équipes qui sont un peu isolées. Bon, on continue à progresser là-dedans. Qu'est-ce que c'est d'autre le framework? On n'en parle pas vraiment souvent, mais pour moi, c'est un endroit où il est important d'avoir les valeurs de l'entreprise. Si jamais on ne met pas ce qu'on recherche, si on ne met pas qui on est dans un framework, celui-ci ne sera pas efficace, il ne marchera pas, il ne nous représentera pas. Bon, on va essayer de structurer un peu tout ça. Donc, un framework, comme je l'ai dit, c'est une structure. C'est une structure qui est posée et écrite. Alors, vous allez me dire que c'est peut-être un peu paradoxal d'avoir quelque chose de posé et de fixe, mais évidemment, non. Un framework, c'est censé évoluer. Pourquoi je vous dis qu'il faut l'écrire? C'est surtout parce que pour moi, c'est un outil d'accueil. Ça vous est tous arrivé, vous êtes arrivé dans une boîte ou dans une équipe, vers qui je dois aller? Je ne sais pas. C'est quoi nos deliveries? Comment ça se passe? C'est quoi nos process? Ok, on est en Scrum, mais c'est-à-dire quoi? Nos sprints font 3, 4 semaines? Ah d'accord, donc il y a un PI planning, d'accord, ok, ça marche, mais qui est responsable de ça? Ok, on délivre comment? On fait des tests comment? Comment ça fonctionne? En tant que nouveau, avoir un framework où tout est noté, où on connaît nos interlocuteurs, ça n'a pas de prix et ça simplifie beaucoup les choses. C'est aussi, comme je l'ai dit, une liste de process où on essaye de synthétiser tout ce qu'on fait chez nous, comment on le fait et pourquoi on le fait. C'est également des indicateurs, parce que c'est très bien d'avoir un framework qui tourne, c'est très efficace, mais comment on le sait si c'est efficace ou pas, si on est incapable de le noter, de le quantifier. Et enfin, ce sont des canaux de communication. Bon, ça, pas tout le monde est d'accord avec moi, mais j'estime que c'est important de pouvoir partager les connaissances dans un framework, c'est important d'échanger. Et donc avoir des canaux spécifiques, une guilde agile, une guilde de PO, une guilde de dev, une guilde de testeurs, ça me paraît important et surtout de savoir où elles sont. Ok, on a fait le tour. Bon, une phrase pour résumer tout ça. J'ai pas mis de copyright dessus, donc vous pouvez la récupérer si vous voulez. Le framework, c'est un guide structuré qui aide les gestionnaires et les professionnels à aborder des défis complexes de manière plus organisée et efficace. Ok, tout le monde est bon? Là maintenant, pourquoi un framework? Allez, celui-là, je suis sûr qu'il y en a plein qui le connaissent. L'acronyme VUCA, est-ce que ça parle à quelqu'un? C'est bon? Non? Bon, allez, je vais, excusez-moi pour l'accent anglais encore une fois. VUCA pour Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. C'est un acronyme qui est censé représenter notre monde à l'heure actuelle. En effet, on est dans un monde qui est extrêmement changeant. Nos utilisateurs ont de nouveaux besoins tous les jours. Ça change, ça évolue, et même en général, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Par contre, ils sont de plus en plus exigeants, ils veulent que ce soit livré de plus en plus vite, et la réputation d'une boîte se fait en un clic. En un bad buzz, vous pouvez perdre la moitié de vos clients. Typiquement, un exemple à l'heure actuelle, si vous regardez un peu Unity, pour ceux qui ont fait développer du jeu vidéo, en changeant leur politique, ils sont en train de perdre beaucoup de clients. Enfin bref, tout ça pour dire que le monde extérieur, c'est le chaos en ce moment. Mais le chaos, c'est bien, c'est dangereux, certes, mais c'est un endroit où il y a énormément d'opportunités. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous êtes un roi dans son joli château médiéval et dans sa ville fortifiée, où vous êtes bien en sécurité. Et qu'à l'extérieur de ce château, il y a un dragon qui est en train de vous attendre dehors. Vous pouvez soit rester chez vous, et du coup rester dans votre environnement tranquille, soit aller l'affronter. Et en général, un dragon, ça a toujours un trésor. Et mieux que ça, vous pouvez même potentiellement le dresser, comme ça vous aurez le trésor et un gardien pour votre ville. Bref, tout ça pour dire que le monde est plein d'opportunités, mais on ne peut pas affronter le chaos si chez nous c'est le chaos. C'est logique. Du coup, un peu d'organisation chez nous permet d'avancer correctement, et surtout de s'ouvrir au monde en fait. Et enfin, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, mais c'est une phrase que j'aime beaucoup et que je vous laisserai. Un framework, ça doit évoluer, ça doit s'adapter à nos futures méthodes de travail. Dans 5 ans, le framework qu'on a ne sera sûrement plus efficace par rapport à ce qui se passe et au chaos de l'extérieur. Du coup, une organisation apprenante ne peut pas être une organisation qui est figée dans le temps. C'est pareil pour un framework. Bon, c'est bon? La définition est claire pour tout le monde? Allez, maintenant on va voir pourquoi et comment on le fait. Allez, chez Septéo, pourquoi est-ce qu'on a fait un framework déjà? Parce que... Ah, super, merci. C'est pas grave, je suis quand même inem, je continue à capella. Hop, non, je vais quand même essayer, je vous ai mis des slides rigolotes. Sur se trouver, allez, avec un peu de chance.
Oui, non, presque. On ne juge pas le fond d'écran, s'il vous plaît. C'est ça, c'est... Hop. Ce sera donc deuxième écran uniquement, c'est pas grave, parce que visiblement il n'est pas content. Oui, mieux. Hop. Shift F5 pour le faire grossir. Et on est bon. Allez. Du coup, pourquoi est-ce qu'on a fait un framework chez Septéo? Eh bien, ça part de problématiques à l'origine. On s'est rendu compte que chez nous, hop, allez, s'il te plaît. Bon, je vais mettre de ce côté, c'est pas grave. Voilà. On s'est rendu compte que chez nous, il y avait plusieurs problématiques clés. Déjà, il y avait des barrières qui sont dessinées entre les différentes tribus. Alors, je vous spoil un peu parce qu'on a essayé Spotify justement et on en a gardé l'idée de la tribu. Des barrières se sont dressées entre les tribus et les équipes. C'était pas forcément facile de communiquer entre le front et le back, ou ne serait-ce qu'entre les PO et les développeurs. C'était le point suivant d'ailleurs, la défiance. C'est compliqué quand les développeurs font pas confiance aux PO et respectivement en fait. Les PO qui disent bah non, je te dis que tu me fais ça, pourquoi tu me dis que ça prend 3 mois alors que ça me paraît évident comme fonctionnalité. Ça arrive. Manque de maîtrise, idéalement pour nos développeurs. Il y en a beaucoup qui se sentaient imposés. On nous impose des choses. C'est quand même eux qu'on les met dans le cambouis. Donc même si, ok, ils ne font pas partie du métier, ils ont une bonne idée de ce qui est bon pour l'application. Et leur priver de ça, c'est pas bon. Et enfin, encore une fois, rôle et responsabilités, non pas qu'ils soient mal définis, mais des rôles trop importants et beaucoup trop de responsabilités pour certains postes. Donc, bah, je vous ai un peu spoilé forcément, mais on a testé le framework Spotify, alors pas dans son intégralité, bien sûr, on en a pris des grosses parties, donc typiquement les tribus. Bah oui, les tribus, c'est génial, des équipes auto-organisées, plein d'innovations, mais d'autres petits éléments, bon, on n'a pas tout gardé, on s'est rendu compte que c'était pas efficace chez nous. On a gardé d'autres trucs, comme je le dis, mais on s'est dit, ok, ça marche pas. Safe chez nous, ça marchera pas non plus. On a des problématiques qui sont un peu trop poussées, de connexion avec les équipes, de delivery. Ça ne fonctionnera pas, on va essayer de le faire à notre sauce. Et c'est là qu'on a commencé le gros voyage. Un framework pour les gouverner tous. Évidemment non, hein, je plaisante, forcément, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. On n'impose pas un framework à une équipe, il faut le créer avec eux. Et c'est exactement ce qu'on a fait, dans le sens où on a fait ça comme un produit, notre framework. Donc on a enfermé 4 Scrum Masters dans une salle qui est à peine plus grande que celle-là. Bon, ne vous inquiétez pas, on a la clim, on a Internet, des fenêtres qui s'ouvrent de temps en temps, visiblement. Et donc, on a commencé à discuter du framework. Et on l'a construit avec les développeurs, le but étant qu'on les a considérés comme les clients de notre framework. C'était logique qu'on ait leur feedback et qui nous aide à développer ce produit. Alors, comment on a fait? Eh bien, on est parti de ça. Avant de vous expliquer tout ça, j'ai mis en haut ce tampon do not copy, et c'est très important. Ce que je vous donne aujourd'hui, ce n'est pas un framework. Je ne vous parlerai pas de notre framework. Ce n'est pas du tout le point ici. Je vais vous donner la méthodologie, notre façon d'attaquer la chose. Il ne faut pas le copier bêtement, ce que j'ai fait là. C'est pour ça, vous l'aurez à la fin, du coup, je verrai où le récupérer, je créerai même quelque chose pour que vous puissiez jouer avec. Mais réellement, le but, c'est la réflexion. Ce n'est pas notre outil tel quel, parce qu'il a marché chez nous, marchera sûrement pas ailleurs. Ok, bon, maintenant on y est. Donc, vous voyez ce magnifique dessin sur lequel on a passé pas mal de temps. Au départ, on l'avait appelé la toile d'araignée. J'ai gentiment rappelé à mes camarades que j'étais arachnophobe. Du coup, on l'a renommé le métro parisien. Bon, visiblement. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement des points clés que nous jugions comme étant importants pour notre framework. Tous les éléments qu'on voulait rechercher et connaître dans notre société. Je vais vous les détailler un petit peu. Le flux de travail, en premier. C'était important pour nous que nous ayons une vague idée de comment étaient organisés les flux de travail et surtout comment les équipes le ressentaient. On avait 3 choses qu'on voulait chercher. En premier, la visibilité, le management visuel. Qu'avaient les équipes? Est-ce qu'ils avaient des boards papier, des boards digitaux? Comment est-ce qu'ils pouvaient voir leur travail, mais aussi le travail de leurs collègues? On avait besoin de ces infos-là. Le gaspillage et le blocage, est-ce qu'il y avait des goulots d'étranglement? Est-ce qu'il y avait des choses qui bloquaient? Est-ce que les tests étaient trop longs? Est-ce que la delivery n'allait pas? Qu'est-ce qui était les petits grains de sable qu'on cherche tous? Et enfin, les indicateurs. Alors évidemment, est-ce qu'il y avait des indicateurs? Mais surtout, est-ce qu'ils étaient pertinents à utiliser? Parce que c'est bien, hein, on a tous connu nos équipes avec un dashboard comme ça d'indicateurs, des burn-up, des burn-out, tout ça, enfin plein de couleurs partout. Si les gens ne lisent pas, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. On avait besoin de savoir ça. Hop. La collaboration, je vous l'ai dit, on est organisé par tribu, du coup, on avait besoin de connaître l'état de la communication, la collaboration interne, déjà dans l'équipe,
puis dans la tribu, et enfin externe, entre les tribus, avec l'entreprise et le groupe, puisque là où nous sommes dans Septéo Solutions pour Notaires, qui n'est qu'une entreprise parmi le groupe Septéo. C'est intéressant pour nous de connaître un peu l'ensemble. La multidisciplinarité et l'expertise. Pareil, c'était quelque chose qui est très important, toujours dans l'amélioration continue. Du coup, est-ce que les collaborateurs ont accès à des formations régulières? Est-ce que le partage des expertises et des compétences se fait bien, que ce soit dans les équipes ou entre les équipes? Et enfin, le profil hanté. Est-ce que vous connaissez la notion de profil hanté? C'est pas un profil de fantôme. Non, toi tu baisses ta main, je te connais. Du coup, pour résumer, le profil hanté, c'est simplement avoir, ça arrive dans l'équipe souvent d'avoir des experts qui n'ont qu'une expertise et pas forcément d'expertise annexe ou du moins de compétences annexes dans d'autres sujets. Et ben, quand on n'a que des gens comme ça, forcément, il y en a un qui n'est pas là, ça fait des trous dans la raquette. On avait besoin de savoir si chez nous, on avait ce genre de problème ou avoir une personne qui était très bonne, mais qui a aussi des compétences pour qu'il y ait, en cas de vacances, une continuité dans le travail. Hop, la gestion des priorités. Alors ça, c'est quelque chose qui a été très important pour nous. On l'a vu sur 3 échelles, avant livraison, pendant livraison et après livraison. Du coup, après livraison, est-ce que les collaborateurs ont accès au feedback des utilisateurs? Parce que très souvent, c'est les PO qui nous les ramènent. Est-ce que les développeurs ont bien ces infos-là? C'était pas sûr, on voulait vérifier. KPI d'impact de la feature prévue, ça c'est avant le développement du coup. Est-ce qu'il y avait une interrogation sur oui, il y a un besoin, mais si on le développe, qu'est-ce que ça va faire sur l'application? Est-ce que ça va taper? Est-ce que ça va casser des choses? Il faut voir si c'est fait. Et enfin, compréhension et challenge des priorisations. Est-ce que nos développeurs étaient à même de pouvoir challenger un peu le PO, remettre en compte la priorisation, ou ne serait-ce que demander pourquoi est-ce que c'est priorisé comme ça? Encore une fois, c'était des indicateurs importants. La qualité, du coup, est-ce que nos collaborateurs avaient au cœur de leur intention la satisfaction des utilisateurs et surtout est-ce qu'ils étaient au courant de savoir si les utilisateurs étaient contents ou pas de l'application? Est-ce que le code était robuste et évolutif? Et enfin, est-ce que les développeurs supportaient eux-mêmes leur code? Est-ce que c'est eux qui faisaient la correction des bugs? Il y a plein d'équipes qui ne le font pas forcément. Et du coup, est-ce que le code était maintenable? Je vous promets, on a presque fini le tour. Au niveau de l'autonomie, du coup, ça c'était un peu plus personnel. Donc c'est est-ce que le collaborateur était satisfait en général de sa position dans la boîte, de sa position dans l'entreprise, de son travail et de son engagement envers le produit. L'amélioration continue, dernier point, du coup, est-ce qu'il y avait des choses qui sont mises en place? Est-ce que dans l'équipe, ils se font des feedbacks? Est-ce que ces feedbacks sont assertifs? Est-ce qu'il y a des rétrospectives? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour faire ces process d'amélioration continue? Bref, on a fait tout le tour et on s'est rendu compte de quelque chose de super cool. Il y a plein de liens, en fait, qui se font. Il y a plein de portails qui se font entre ces choses-là. Typiquement, la satisfaction personnelle, elle peut très bien être envoyée entre le process et l'adaptation ou sur la gestion des priorités. On s'est rendu compte que tout était lié et qu'on ne pouvait pas avoir un élément sans avoir l'autre. Et ça nous a beaucoup aidé dans la structuration de notre framework. Bon, vous allez me dire, Vincent, t'es gentil, tu nous as un peu fatigués, c'était pas spécialement intéressant tout ça. Qu'est-ce qu'on en a fait? Ça, c'est plus intéressant. Eh bien, on en a fait des entretiens. Voilà. On a fait 35 entretiens en 2 semaines. Donc, on s'est partagé ça à 4, c'était un peu sportif, où en fait, on a pris tous ces points-là, on les a expliqués du coup à nos collaborateurs. On a vu des managers et en général 2 à 3 membres de leur équipe. Pourquoi on a fait ça? On voulait avoir une vue de chacun et surtout arriver à déceler s'il y avait une dichotomie entre ce que se pensait le manager et les membres de l'équipe. On a fait des indices de maturité, du coup, c'est pas une note, on ne voulait vraiment pas qu'ils le notent. Et du coup, on a eu, oui, sur 4, et bien surtout pas de notre impair, sinon ils auraient tous mis 3. Et c'est logique. Et la chose qu'on a essayé de faire, c'est qu'on n'a pas dit qu'on allait les noter en fait. On a fait ça comme un interrogatoire, enfin comme une interview ouverte, pardon. Et à la fin, je leur ai expliqué, voilà, j'ai mis des indicateurs sur 4, est-ce que vous pouvez me le confirmer? Ça a permis vraiment de libérer la parole et nous de prendre des notes sur ce qui est le plus important, c'était les notes, c'était ce qu'ils partageaient, pas forcément la note qu'ils allaient mettre. Bon, on a fait ces entretiens. Qu'est-ce qu'on en a fait de ces entretiens? Allez, est-ce qu'il y en a qui aiment les maths? Ouais, ça dépend. Eh bien, moi, j'aime les maths. Du coup, on en a fait plein des maths. Et on a fait ces jolis petits diagrammes. Je précise évidemment que ce ne sont pas des vrais diagrammes de chez nous, c'est des chiffres que j'ai mis ici. Le but n'était vraiment pas de comparer les équipes avec les autres. Il y en a qui travaillent sur des sujets vraiment différents et c'était impossible de comparer une équipe de dev avec une équipe qui pousse les produits, qui fait la delivery. C'est évidemment logique. Donc, on n'a pas noté les mauvais élèves et les bons élèves, mais ça nous a quand même intéressé de comparer tout le monde pour savoir quelles étaient les pratiques qui marchaient bien chez un et très mal chez les autres. Et pourquoi? C'est quoi qui change d'une équipe à l'autre?
Ça nous a permis justement de récupérer les bonnes choses et de les partager aux autres. Du coup, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on a fait? On est des Scrum Masters, donc à votre avis, qu'est-ce qu'on a fait? C'est ça, on s'est réunis tous ensemble et on a commencé à parler, à échanger sur ces sujets-là. Donc, qu'est-ce qu'on en a fait de ces sujets-là? Déjà, on a repris tous les gros éléments qui piquaient le plus, on va dire les vrais commentaires négatifs, on en a parlé, on a essayé de comprendre pourquoi ils venaient, d'où ils venaient et surtout de trouver des solutions. Bref, après des heures de réunion tous ensemble, on a pu trouver les forces et les faiblesses de notre activité. À partir de là, on s'est concerté, on a réussi à trouver des prescriptions sur le court et moyen long terme. Bon, qu'est-ce qu'il nous restait à faire avec ces prescriptions à votre avis? Les prioriser. Joli. Bon, en fait, c'est pas vrai. Ah. Surtout qu'en plus, c'était la slide rigolote. Elle arrive, elle arrive. Allez. Voilà. Du coup, on est allé voir les managers. les fameux avec qui on avait déjà fait les entretiens pour justement les débriefer. Encore une fois, les entretiens qu'on a faits étaient anonymes. Donc, on leur a apporté vraiment, pas les commentaires en eux-mêmes, mais l'état des lieux qu'on ressentait de leur équipe avec nos fameuses préconisations court et moyen long terme. Donc, comme vous voyez, ils étaient très contents de nous avoir reçus. Mais en vrai, on était vraiment surpris et agréablement surpris de voir qu'il n'y avait pas de surprise de leur côté, justement. Ils étaient au courant de ce qui se passait dans leurs équipes. Il n'y a pas eu de « Ah bon, c'est vrai, tu penses ?» Il n'y a pas eu d'écart monstrueux. Ça nous a rappelé à quel point c'était important d'avoir les managers proches de leurs équipes. Bref, une fois qu'on a fait tout ça, vous allez me dire, il manque quelque chose, parce que je vous en avais fait des pages et des pages tout à l'heure. Bah oui, la liste des process, parce que c'est bien de ressentir ce qui se passe dans l'équipe, de faire notre état des lieux actuel, mais les process ne sont pas marqués. Alors oui, on a fait notre liste de process, un long pavé Word de plusieurs, parce que chez nous, on fait plein de choses, on fait du Scrum, on fait du Kanban, on fait de la Feature Team, la Component Team. Bref, c'était très rigolo, on est toujours encore dans cette rédaction-là, on a changé maintenant, on est passé sur un modèle qui nous permet de faire un très joli site internet qui est en cours de développement. Et donc c'est bon, notre listing des pratiques est enfin fait. Bon, on a fini? Non? Bah si, en vrai. Du moins la V0. Parce que la V0, c'est quoi? C'est les différents entretiens qu'on a fait, les différents diagrammes qu'on y a eu, et surtout le listing des pratiques. Notre but après, c'est que ces diagrammes-là, ces entrevues, on va les refaire dans 6 mois pour voir comment ça a évolué et comment l'impact de notre framework, ce qu'il a déjà réussi à changer chez nous. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai répété, un framework, une entreprise, ça doit apprendre, ça doit évoluer. Donc du coup, on ne s'est pas arrêté là. On était tentés, mais on ne s'est pas arrêté là. On a déjà la V1. La V1, ça suffit de prendre notre V0, plus la mise en commun qu'on a fait et les préconisations qu'on a fait aux managers qui sont déjà appliquées. Ok? Qu'est-ce que ça nous a apporté maintenant, le framework? Ah déjà, oui, pardon, excusez-moi, ça c'est notre framework. Voilà, comme ça vous pouvez le voir au moins une fois. Donc oui, nous aussi, forcément, on a fait un joli dessin. Si vous voulez en parler, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand tout à l'heure. Ce sera avec plaisir, parce que comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Hop! Qu'est-ce que ça nous a apporté du coup? Eh bien avant tout, les valeurs. Ça nous a permis de nous recentrer sur ce qui était important chez nous. La qualité et le bien-être de nos collaborateurs. C'est devenu le centre de notre framework. Ça nous a permis de remettre en avant l'amélioration continue. Parce que oui, on le connaît tous, c'est un sujet qui est important. Dans le quotidien, on a tendance à l'oublier. Ça nous a permis ici de nous recentrer dessus. On s'est senti autorisé, et ça c'est important. On a eu les managers qui nous ont soutenus dans notre démarche, qui nous ont donné des ailes, et on a pu essayer des choses, proposer des choses, échouer et réussir après. Ça nous a permis de recentrer l'innovation aussi, parce que l'innovation c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Ok, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait pour faire de l'innovation? Un exemple, il y a 2 semaines, on a fait le séminaire et votre serviteur a organisé un atelier où on a récupéré les idées de tous les collaborateurs avec possibilité un jour qu'elles deviennent des POC et pourquoi pas un projet réel à la fin. Et enfin, on a réussi, en tout cas on est toujours en train parce que c'est pas évident dans toutes les équipes, à réunir le métier et les développeurs, encore une fois, resynchroniser les PO et essayer de restaurer cette confiance qui nous manquait. Bon, encore une fois, je vous l'ai dit, un framework c'est censé évoluer, donc ça c'est aujourd'hui. Et ce qui nous attend demain, franchement, j'en sais rien, mais j'espère être là avec vous l'année prochaine pour vous en parler. Et du coup, si vous avez des questions, c'est maintenant.
Comme je vous l'ai dit, on a une chaîne YouTube, du coup, n'hésitez pas à scanner là-dessus. Et donc, je vous mettrai sur la chaîne YouTube le Miro avec notre jolie toile d'araignée et une toile d'araignée vierge pour que vous puissiez l'adapter chez vous. Je vous mettrai également les Google Forms pour les entretiens si vous voulez. Comme ça, vous avez un modèle avec lequel partir. Et voilà, je suis tout à vous.